Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première semaine du printemps numérique à Montréal et à cette deuxième journée, n'est-ce pas, des panels et conférences de la série Montréal Connect. Je serai d'ailleurs l'animatrice, je suis Nadia Serayoko, des panels que vous pourrez voir tout à l'heure. Et pour l'instant, j'aimerais vous présenter M. Michel Brouillette, qui est directeur commercialisation d'innovation PME Montréal. Monsieur Brouillette, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je travaille pour PME Montréal, le réseau d'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs ici sur l'île de Montréal. On est partenaire hors de l'édition Montréal Connect de cette année, qui est la première, donc on est très fiers de ça. PME Montréal fait de l'accompagnement, mais fait aussi de la formation, du financement. On a 18,7 millions de financements faits juste l'année dernière auprès de 325 entreprises sur l'île de Montréal. Donc, on est vraiment très présent auprès de la communauté entrepreneuriale. On a appris à C2 Montréal, vendredi dernier, de la bouche de M. Baudry, un 26 millions additionnel qui est injecté dans le réseau PME Montréal pour aider les entreprises, aider sur différents programmes et services qui allaient être ajoutés à l'offre de PME Montréal, dont un qui me touche particulièrement, celui des fonds de commercialisation. C'est des fonds qui sont là pour appuyer les entreprises Montréal dans la commercialisation à l'étranger et dans différents marchés. Donc, c'est un projet dans lequel je travaille et qui est principalement dédié à 5 réseaux précis sur l'île de Montréal qui font le dynamisme en fait, de l'île de Montréal, qui sont la créativité, l'industrie culturelle, les technologies médicales, les technologies propres, la mobilité et le transport, et toutes les technologies numériques reliées. Donc, on est très content de cette nouvelle annonce-là, très content de pouvoir supporter dans cette démarche-là. Nous serons ici, les spécialistes sectoriels, appelons ça comme ça, là, dans chacun de ces 5 secteurs-là, nous serons présents lors de l'événement Montréal Connect. Donc, ça va nous faire plaisir de vous donner plus d'informations sur les programmes, sur ce que nous faisons. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Je suis content de présenter aujourd'hui une dame, une ancienne athlète olympique, équipe de hockey belge, qui a donc participé en 2012 aux Olympiques à Londres. Elle est aujourd'hui Analytic Manager chez Facebook Connectivity. Elle a fondé, donc la fondatrice de Code and Play, qui aide en fait nos enfants à se préparer à l'avenir, à apprendre les rudiments de la programmation de l'industrie numérique. Elle est aussi membre de Global Shapers Community. Donc, je suis très content de vous présenter. Je vous demande d'accueillir Mme Nadine Kouzam. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Comme ça, MTL Inspire ou Inspire, je vais commencer par peut-être un peu plus d'explications sur qui je suis, comment je suis arrivée là où je suis. D'abord, on vient de se rencontrer, mais je vais vous faire une confidence. J'aime pas les boîtes. J'aime pas les boîtes parce que si vous me demandez d'où je viens, je ne sais pas quoi répondre. Mon papa est né en Égypte, ma maman au Liban, moi en Belgique, et en même temps, j'habite à Londres. Donc, je sais que les boîtes, c'est pratique pour le cerveau, pour faire une abstraction et se souvenir des gens. Mais si on peut faire un petit compromis, que vous avez de la place, et que vous pouvez garder, je vais essayer de garder ça dans 2 boîtes. Donc, j'ai commencé, bon, il y a eu un petit spoiler, mais quand j'étais petite, je faisais énormément d'activités de toutes sortes, de la danse classique à la guitare, au hockey. Et petit à petit, j'ai dû faire du pruning, pour utiliser un terme d'intelligence artificielle, ou de la taille, dans mes activités à cause de mon parcours scolaire. On n'a pas toujours le temps de faire tout ça, jusqu'à un moment où je suis arrivée, pendant mes études d'ingénieur informatique en intelligence artificielle, à avoir le hockey qui me restait. Et ce moment où j'ai dû prendre un choix conscient de dire je veux me battre pour les deux, je veux continuer à faire ces 2 choses en parallèle, et je pense que en m'organisant, en me battant parce que j'y crois, je peux exceller dans ces 2 choses. Chose que j'ai faite, qui n'a pas toujours été facile, qui sur le moment me semblait normale, et qui après coup, maintenant je me rends compte, m'a appris énormément de choses. Que ce soit de l'organisation, être 100% dans le moment présent, avoir une passion et suivre ce qu'on fait pour une passion, et puis décomposer là où on veut arriver en plein de petites étapes et se concentrer étape par étape par étape. Ce sont ces choses-là qui m'ont fait ce que je suis maintenant, et qui font que je jongle souvent avec 2 choses en parallèle. Après mes études d'ingénieur informatique, j'ai commencé tout ce qui est data science, analyse de données, qui n'existait pas encore comme terme à l'époque.
mais qui maintenant a un terme, pour tout ce qui est opérateur téléphonique en Afrique. Voilà, dans un but de pouvoir aider ces opérateurs à avoir une vision plus granulaire, parce que l'Afrique, il y a des pays énormes, il y a des zones très rurales où c'est pas facile d'aller, et donc l'analyse de données était d'autant plus importante que dans des pays comme les nôtres, et d'autant plus, entre guillemets, facile à faire parce qu'il n'y avait pas encore de régulation. Aussi simple que ça puisse sonner, on pouvait accéder aux données, faire ces analyses et avancer. Après, j'ai fait un choix conscient et difficile, qui a été d'arrêter le hockey professionnel et de continuer à en faire, mais 2-3 fois par semaine, pas plus, descendre de division, arrêter de jouer au goal, passer attaquante, marquer des goals, ce qui était aussi très chouette, mais qui néanmoins est un choix difficile, que j'ai fait pour pouvoir me plonger dans quelque chose que je trouvais très important, et de nouveau, ça n'a pas été facile de mettre les mots dessus au tout début, mais c'était me rendre compte que ce que j'aimais dans le sport d'équipe, c'est pas uniquement le sport en lui-même, le hockey, mais c'est aussi ce concept une équipe est définie par son maillon le plus faible. Et donc on va se battre tous ensemble pour que toute l'équipe arrive à un certain niveau, et on va laisser personne derrière, et on va vraiment ensemble essayer d'arriver au niveau le plus haut. Et c'est ça que je trouve qui manquait un peu dans ce que je voyais autour de moi, la planète, c'est que grâce aux technologies, on arrive à avancer très vite, très vite, très vite, très vite, mais au plus on avance vite, au plus on perd des gens en passage. Et ça, c'est quelque chose qui me touchait. Et donc, j'ai décidé de lâcher ma boîte hockey pour pouvoir me lancer dans Code & Play, qui est une initiative où on forme les enfants d'école primaire, donc de 6 à 12 ans, aux technologies, au digital. Et on ne les forme pas seulement eux, on forme leurs instituteurs. Et on essaye vraiment de faire en sorte que ça rentre dans le programme scolaire, mais sans passer par une approche où on va parler au gouvernement, mais plus par une approche où on le fait, jusqu'à ce que les choses puissent se mettre en place. Et donc ça, c'était un combat qui était important pour moi. Puis est venu le moment où, dans ce combat, Facebook m'a contacté en disant nous, on a aussi un combat important pour la planète, c'est en fait donner accès aux gens à Internet. Et donc là, ça a été évidemment un gros trade-off dans mes valeurs. Oui, je travaille en fait sur une portion de la population des pays émergés pour que tout le monde puisse comprendre les technologies et qu'il n'y ait pas juste cette élite. Mais en fait, c'est vrai que j'ai oublié la moitié de la planète qui n'a pas encore accès à Internet. Donc j'ai dit oui, j'ai plongé là-dedans, mais de la même manière que je voulais pas laisser tomber le hockey pour mes études, j'ai pas voulu laisser tomber Code & Play. Donc voilà, c'est qui je suis et ce que je fais maintenant. Je fais Code & Play à Bruxelles, et pour la Belgique, et Facebook Connectivity, basé à Londres, mais principalement en Afrique et Asie-Pacifique. Donc voilà, on va aller doucement au vif du sujet. L'intelligence artificielle au sujet de la connectivité Internet. Comme j'ai fait une longue intro, et que j'aime pas quand les gens s'endorment, et que je suis une sportive, je vais demander à tous de vous lever. Et je vais venir au milieu parce que je suis pas très grande. Alors je vois des gens avec leur téléphone en main, donc il y a des gens qui vont rester debout longtemps. Mais d'abord, je vais commencer par demander aux gens qui n'ont pas utilisé Internet aujourd'hui de s'asseoir. Internet. Qui ne l'ont pas utilisé dans les 4 dernières heures. Il y a des gens assis là-bas. Ça va. Qui ne l'ont pas utilisé dans la dernière heure. Ah, yeah. On a quelqu'un à la régie, merci. Quelqu'un qui ne l'a pas utilisé depuis le début de la présentation. Oui, quelques personnes, vous allez devoir rester debout toute la présentation pour votre peine. Non, vous pouvez vous rasseoir. Tout ça pour dire, Internet est omniprésent. On s'en doute. D'où est-ce que ça vient? Donc en 1994 en Belgique, il y a eu ce qu'on appelle la dot-com bubble. Donc c'est une bulle où il y a vraiment tout cet essor des technologies. Internet était arrivé, on a cru de bonne foi Internet va changer toutes les entreprises. Il y a énormément d'entreprises qui se sont créées très rapidement.
Malheureusement, en 2000, cette bulle a explosé. It's the burst of the bubble. Et en explosant, et donc énormément de sociétés ont fait faillite. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec cet essor et ce grand énergie de 1994 à 2000, de « oh, Internet va changer la manière dont nos sociétés fonctionnent », il y a eu de gros investissements dans l'infrastructure Internet. Avec cet éclatement, il y a eu énormément d'Internet disponible pour au final de moins en moins de demandes. Et donc Internet tout d'un coup est devenu rapide, bon marché et omniprésent. C'est comme ça qu'on a pu commencer à avoir du télétravail très facile, avec des entreprises aux États-Unis, au Canada, qui ont commencé à travailler avec l'Inde. En 2007, j'ai écrit 2017 sur ce slide, excusez-moi. En 2007, plein d'entreprises qui ont pu se créer, comme la Khan Academy, qui est très importante pour l'éducation, Fitbit, Uber, c'est le moment où Amazon a pu lancer son One-Click Delivery, Airbnb, Facebook qui est sorti en 2007 des universités uniquement pour se mettre sur le monde entier. Toutes ces entreprises, au final, ont pu exister et avoir l'iPhone aussi, qui n'est pas là-dessus, l'iPhone 2007 aussi. Toutes ces entreprises ont pu sortir basées sur un seul fondement, c'est qu'Internet était omniprésent et que tout le monde pouvait accéder à Internet n'importe quand. Malheureusement, c'est un fondement qui n'est valable qu'en Amérique du Nord et en Europe, dans nos sociétés. Un Uber, on ne peut pas le prendre si facilement n'importe où. Un Airbnb, on va arriver, on n'aura plus accès à Internet, on ne pourra pas le prendre. La Khan Academy, tout le monde n'a pas accès à l'éducation. C'est toute une société qui, pour nous, existe depuis toujours, et qui en soi n'existe que depuis 2007, donc 12 ans, et qui font partie de tous nos fondements. Mais en fait, nous, on est partis là-dessus, et on a laissé 51% de la planète qui n'a pas d'accès à Internet. À aucun moment. Donc ici, c'est une map qui reprend en jaune les connexions 4G. Donc on voit très clairement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Inde, qui a eu récemment un essor grâce à JIO. J-I-O. Mais le reste est encore sur de la 3G, 2G, voire pas du tout. En Afrique, il n'y a quasi pas de points. Donc Internet, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui bloque cet accès? On a d'une part, il y a vraiment tout ce qui est infrastructure. Donc c'est de pouvoir avoir accès à la fibre, aux antennes, la couverture. Mais une fois que quelqu'un est couvert, est-ce qu'il a les moyens de se le permettre? Si Internet reste trop cher, les téléphones restent trop chers, c'est pas toujours faisable. Et finalement, c'est l'information, awareness. Est-ce que les gens sont au courant que ça existe, sont au courant des bénéfices qu'ils pourraient en tirer? Et est-ce qu'ils parlent la langue qui est disponible? Parce qu'au final, beaucoup de contenus sont disponibles dans les langues les plus connues, mais il reste une partie, énormément de dialectes en Asie, en Afrique, qui ne sont pas toujours présents sur Internet. Donc pour revenir à notre sujet, c'est comment est-ce que l'Internet qui a permis à l'intelligence artificielle de grandir, maintenant c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut rendre son dû à l'Internet. Un peu comme un enfant qui a grandi, qui maintenant va aussi aider ses parents. Donc je vais vous montrer un peu comment est-ce que nous on utilise chez Facebook l'intelligence artificielle justement pour augmenter cet accès à Internet. Avant de passer là-dessus, faire un récap rapide de Internet, c'est quoi? Très simplifié. S'il y a des gens qui s'y connaissent bien, ne m'en voulez pas. Internet, rapidement, c'est quoi? C'est un réseau. Ça ne vient pas de quelque part. L'Internet, c'est juste le concept qu'on est tous connectés les uns avec les autres, qu'une information va circuler et que tout le monde peut y avoir accès. C'est simplement un réseau. Et comment ce réseau est formé? Il y a une partie de fibre sous-marine. La fibre optique, c'est à ce jour, et depuis longtemps, le moyen le plus rapide de transférer de l'information. C'est via la lumière. Donc cette fibre est en sous-marin dans une grande partie du monde. Puis une fois qu'elle arrive sur un continent, elle passe en fibre terrestre. C'est de la fibre terrestre qui peut être sous terre, que souvent on ne voit pas, mais qui peut aussi être au-dessus de la terre. Similaire à des pylônes électriques. Sur des pylônes électriques, on peut parfois voir deux lignes, une ligne d'électricité, une ligne de fibre. Et finalement, cette fibre, elle sert à quoi? Chez nous, elle sert à connecter maintenant directement les maisons
pour énormément de vitesse, mais elle sert avant tout à connecter en fait, les antennes pour tout ce qui est mobile. Et ces antennes qui sont fibrées vont pouvoir finalement se connecter à notre téléphone et on va pouvoir passer un coup de fil ou utiliser Internet. Comme la fibre est très chère, il y a d'autres méthodes. Il y a ce qu'on appelle le microwave, donc avec des ondes microwave. Les antennes vont justement pouvoir, une antenne fibrée va pouvoir donner de la capacité à une antenne non fibrée par du microwave. Et après, finalement, pour les antennes qui sont très très loin, on va pouvoir utiliser les satellites. Les satellites qui sont les plus connus parce que toutes les grosses boîtes ont un peu essayé. Tesla, Amazon, Facebook, Google, tout le monde vient avec ces idées-là. Le problème des satellites pour le moment, c'est que c'est excessivement cher. Le mégabit coûte énormément aux opérateurs téléphoniques, qui est la raison pour laquelle finalement les antennes connectées par satellite sont souvent de la 2G. Parce qu'on ne veut pas pouvoir donner énormément de capacité, parce que l'utilisateur au final va utiliser quelque chose qui coûte à l'entreprise. Donc la question c'est, et je vais peut-être revenir en arrière, au final, pour augmenter l'accès, la couverture Internet par la fibre, c'est comment est-ce qu'on peut fibrer un maximum de ces pylônes téléphoniques à moindre coût. Donc un maximum de pylônes avec un minimum de distance qui vont couvrir un maximum de gens. Et ça, c'est le problème qu'on veut résoudre. Le problème n'est pas simple, je dirais même en Europe, même en Amérique du Nord, de pouvoir optimiser quel chemin prendre pour avoir le chemin le plus court qui va connecter un maximum d'antennes. Mais il est d'autant plus compliqué dans des pays émergents où en fait on n'a pas donné de données de route. Donc, où sont les routes qui sont empruntables? Où se trouvent les gens? Il faut savoir qu'en Afrique, il y a des census au moment des élections. Donc déjà, c'est un census uniquement pour les gens qui sont en âge de voter. Ensuite, c'est au niveau très, très global. On n'a pas du tout un niveau granulaire de savoir où est-ce que les gens habitent réellement. Et alors, finalement, on arrive à cette question de comment est-ce qu'on peut optimiser ce trajet. Et puis, une fois qu'on a optimisé le trajet, comment est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Il faut savoir qu'aujourd'hui, un opérateur en Amérique du Nord met facilement 1 semaine pour un design d'une fibre. Parce que c'est fait à la main. Parce qu'il faut faire une soirée, amener des pizzas, commencer à regarder sur Street View où sont les routes. Est-ce qu'on va peut-être prendre celle-là, plutôt celle-là, et optimiser manuellement. Même dans les pays émergés. Donc d'abord les routes. Comment est-ce qu'on aborde ce problème? Donc on utilise OpenStreetMap, qui est un équivalent de Google Maps ou de iOS Maps, mais qui est open source. C'est-à-dire que tout le monde peut y contribuer. Donc il y a énormément de gens qui sont contributeurs OpenStreetMap, qui vont et qui peuvent dire là je vois une route, et c'est une grande route, celle-ci c'est une plus petite route, ici on a un pont. Et donc c'est une énorme communauté au niveau mondial, qui est impressionnante. Et donc comment est-ce que nous on contribue à ça? L'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut faire des contributions plus significatives. Donc Facebook a travaillé sur des algorithmes qui peuvent détecter, sur base d'images satellites, qui peuvent détecter ces routes et les pré-classifier. Et donc on arrive en fait, après du machine learning pour détecter les routes, faire un processing, et puis soumettre en fait ceci à OSM, OpenStreetMap. Et cette soumission, et c'est là que l'intelligence artificielle va travailler avec l'humain. Donc l'idée c'est pas de remplacer, mais c'est de pouvoir faire ce pré-processing qui coûte énormément de temps à l'humain et le soumettre à des humains pour que les humains valident ou invalident en disant effectivement ici il y a une route. Et donc ceci on l'a fait, et j'espère que la vidéo va fonctionner, voilà. Oui, elle fonctionne. Donc ici c'est une vidéo qui montre comment énormément d'endroits ne sont pas encore mappés dans le monde et comment on a pu contribuer avec du machine learning à faire ces soumissions, à soumettre à des humains derrière qui ont pu valider. Voilà. Et donc ici typiquement on voit en utilisant Digital Globe. Donc Digital Globe c'est des images satellites qui donnent vraiment chaque pixel 50 mètres, 50 cm. 50 mètres, désolé. Et donc c'est des images de 50 mètres sur 50 mètres qui nous permettent avec cette haute précision d'aller faire ces analyses. Et donc ici on voit au sud de la Thaïlande qu'on a pu en 1 an
faire toutes ces contributions-là, avec l'aide de contributeurs sur place également. Alors, notre deuxième problème, c'était la population. Comme je l'ai dit, données de population, on ne les a pas vraiment. Donc, on a envie de mettre des antennes téléphoniques là où il va y avoir des gens pour les utiliser. Mais tant qu'il n'y a personne pour les utiliser, on ne sait pas s'il y a des gens ou il n'y a pas des gens. Comme je l'ai dit également au tout début, tous les endroits ne sont pas habités, et je pense qu'au Canada, vous pouvez également vous en rendre compte, moi je viens d'un petit pays, mais au Canada je pense que c'est le cas aussi, on ne sait pas aller dans tous les endroits si facilement pour les mapper nous-mêmes, on ne peut pas demander à un opérateur téléphonique de connaître la démographie de quels sont les endroits qui sont fortement habités et pas fortement habités. Donc ici aussi on utilise toujours les mêmes données satellites, et grâce à ces données satellites, on va analyser les toits des habitations. Et sur base des toits des habitations, être capable de pondérer le nombre de gens qui habiteraient dans ces habitations et ainsi pouvoir avoir des population density maps. Donc au lieu d'avoir des maps de population, puisqu'on n'est pas capable de compter les gens, on est capable de mettre de la densité. Et avec cette densité, on va ensuite mettre ça en parallèle avec des census qui ont été faits et de pouvoir dire, voilà, si au niveau régional ou bien au niveau national, ceci est le nombre d'habitants, voilà l'information qu'on peut donner à un niveau très très granulaire. Donc ici, on peut voir quand on démarre au niveau du monde. Ça c'est les populations qui étaient disponibles avant. C'est ce niveau de granularité-là qu'on avait, qui était déjà très bien et qui était utilisé jusqu'à maintenant. Mais grâce aux analyses qu'on a pu faire, on arrive maintenant à avoir des données vraiment au niveau de la rue. Au niveau du point de là où les gens habitent, on arrive à mettre ça en place. Et donc ces population maps, on les a maintenant publiées, donc elles sont open source, et énormément World Bank, énormément de NGO qui les utilisent pour justement pouvoir driver énormément de conclusions dans ces pays-là. Donc elles sont reconnues maintenant comme les maps les plus précises, donc on joue là-dessus. On arrive enfin à pouvoir attaquer notre problème initial, qui était comment est-ce qu'on va avoir le chemin idéal pour connecter toutes ces antennes. Et donc le chemin idéal, c'est lequel? C'est celui qui va connecter un maximum de personnes par kilomètre, mais c'est également un chemin qui va avoir de la redondance. Alors pourquoi de la redondance? C'est parce qu'en fait, s'il y a de la fibre jusqu'à une antenne, et que cette fibre a une coupure, ce qui arrive parfois malheureusement, eh bien, il n'y a plus du tout d'Internet. Donc on veut que chaque antenne ait minimum 2 liens. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a la redondance, et c'est la raison pour laquelle cette optimisation est plus difficile qu'un simple chemin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner, les algorithmes vont générer tous les chemins possibles, et on peut aller, parce qu'avec notre computational power, à énormément d'itérations très rapidement, pour arriver à une solution finale qui est recommandée. Alors cette rapidité est très importante, parce que qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet en fait qu'au lieu de mettre une semaine ou plus pour faire un design de fibre, ça permet qu'en quelques minutes ou heures, on puisse générer un modèle de fibre. Ce qui fait qu'on peut commencer à jouer avec beaucoup de paramètres pour générer plusieurs modèles possibles. Et en fonction de ça, commencer à s'asseoir à table et discuter de qu'est-ce que l'opérateur veut faire. Est-ce qu'on veut aller dans des zones plus rurales et être d'accord de mettre moins de redondance parce qu'ils doivent vraiment être connectés mais qu'on ne peut pas investir autant d'argent, ou est-ce qu'on veut aller dans des zones où les gens sont potentiellement plus riches, donc on peut investir en plus de fibres, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait beaucoup plus de redondance parce que ces gens-là ne veulent pas tout d'un coup ne plus avoir Internet pendant un jour parce qu'il y a eu une coupure. Donc finalement, je vais juste vous laisser et m'en aller sur une petite vidéo de ce qu'on a fait au Nigeria, et qui est une construction qui vient de démarrer. Voilà. If you give a Nigerian $1, he can turn it to $10 faster than anybody else in the world. I work 5 days a week at the restaurant, then Saturday, Sunday, making my hats.
We don't have a physical store, so our orders are strictly online. You can't separate my business from the internet. One of the foundations for CC Hub is, leveraging technology. You can't do that without internet. You can't reach people. Broadband penetration rates in Nigeria still in the low 20%. Nigeria is a big opportunity. It's the biggest country in Africa, about 180 million people. We're actively engaging with partners to expand the fiber, to bring broadband connectivity to more users. The mission is about connecting West Africa, building that digital backbone, deploying the infrastructure that's going to enable getting our people access. We're expanding backhaul capacity, coordinating with government officials, digging up one roadway at a time. These projects come with a certain degree of complexity. It's tough, but there, come rain, come shine, and some terrains are difficult. So it's a collaborative effort to actualize this dream. We have the capacity, we have the right partners to do this work, bridging the digital divide. It's a major milestone for us to be able to deploy optic fiber. It's going to increase our GDP as a state. It improves lives and economic outcomes. You access all these people out there. We're creating a market. All you need to do is to upload your products. And anybody that wants to reach out to you doesn't have any barrier. Right now, with better internet access, we can create impacts at a much larger scale. Now, I post pictures of my art online for customers to see. It transformed my business. In 10, 15 years, it will have transformed society. If we could improve the outcomes for 100,000, for 1 million, for 100 million young people in West Africa, then my job is done.